Avez-vous déjà remarqué comment certains parents semblent toujours courir après l'approbation de leurs enfants? Cette course effrénée pour plaire à tout prix cache souvent une vérité troublante que peu osent admettre. Plus nous cherchons à être aimés de nos enfants, plus nous risquons de disparaître à leurs yeux. En France, où les relations familiales sont tissées dans un équilibre délicat entre l'autorité traditionnelle et la complicité moderne, cette dynamique prend une dimension particulière. Imaginez un instant les terrasses parisiennes où des parents négocient avec leurs enfants, proposant dessert sur dessert pour éviter une crise, ou ces dimanches au jardin du Luxembourg où certains adultes semblent plus enfants que leurs propres enfants. Cette réalité paradoxale mérite qu'on s'y arrête, car elle touche au cœur même de ce que signifie être parent dans notre société française contemporaine. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait sembler contre-intuitif, voire dérangeant pour certains. Pourtant, des années d'observation et d'expérience auprès de familles françaises révèlent que lorsque nous cessons cette quête désespérée d'approbation, quelque chose de magique se produit dans la relation avec nos enfants. Ils commencent à nous voir véritablement, à nous respecter différemment. Avant de poursuivre cette exploration ensemble, j'aimerais savoir de quelle région de France vous nous regardez. Partagez votre ville dans les commentaires et inscrivez-vous à notre chaîne si vous souhaitez approfondir ces réflexions sur la parentalité à la française. Votre expérience personnelle pourrait éclairer d'autres parents qui traversent les mêmes questionnements. Le paradoxe français de la parentalité se révèle particulièrement dans nos traditions familiales, entre l'héritage d'une certaine rigueur éducative et notre désir contemporain d'être des parents parfaits. Découvrons ensemble comment retrouver notre place authentique dans cette relation si précieuse. Imaginez une scène typique dans un appartement parisien, un mercredi après-midi pluvieux. Mathilde, mère de 2 enfants, s'épuise à proposer diverses activités pour occuper Lucas, 8 ans, et Chloé, 5 ans. Elle a préparé des crêpes, sorti les jeux de société, suggéré un film. Pourtant, rien ne semble satisfaire ces enfants qui s'ennuient, se disputent et finissent par se plonger dans leur tablette avec une moue boudeuse. Mathilde ressent un mélange de frustration et de culpabilité. Pourquoi ne sont-ils jamais contents de ce que je propose? Se demande-t-elle. Cette situation illustre parfaitement ce phénomène troublant. Plus elle essaie de plaire à ses enfants, moins ils semblent la voir et l'apprécier. Ce que Mathilde ignore, c'est qu'en se transformant en animatrice de centre de loisirs pour ses enfants, elle s'efface progressivement en tant que figure parentale. Dans notre culture française, nous avons longtemps valorisé une certaine distance dans la relation parent-enfant, une posture qui instaurait naturellement le respect. Aujourd'hui, influencés par diverses approches éducatives venues d'ailleurs, nous oscillons souvent entre cette tradition et une volonté de proximité absolue qui peut nous faire perdre notre essence. Les recherches en psychologie du développement montrent que les enfants ont besoin de parents présents, mais pas de parents qui cherchent constamment leur approbation. Lorsque nous adoptons cette posture de séduction permanente, nous créons paradoxalement un vide émotionnel. Les enfants perçoivent, même inconsciemment, cette insécurité parentale, ce besoin d'être aimé qui inverse subtilement les rôles. Ils se retrouvent alors dans une position de pouvoir qui, loin de les rassurer, les déstabilise profondément. Dans les jardins publics français, on observe souvent ce ballet étrange. Des parents qui tournent autour de leurs enfants comme des satellites, anticipant le moindre besoin, intervenant à la moindre contrariété. « Attention, tu vas tomber. Tu veux un goûter? Tu t'ennuies? Regarde ce que j'ai apporté pour toi. » Ces phrases, prononcées avec l'intention louable de prendre soin, créent paradoxalement une forme d'absence. L'enfant ne voit plus un parent solide sur lequel s'appuyer, mais une ombre anxieuse qui cherche constamment à combler un vide. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte culturel particulier. En France, nous vivons une tension entre notre héritage éducatif traditionnel et les nouvelles approches de la parentalité positive. Nous voulons être bienveillants sans être permissifs, présents sans être étouffants. Cet équilibre délicat est d'autant plus difficile à trouver dans une société où le temps familial est compressé par les exigences professionnelles et où la culpabilité parentale est exploitée par le marketing et les réseaux sociaux. Au fond, ce que nos enfants recherchent, ce n'est pas un parent ami ou un parent animateur, mais simplement un parent authentique, ancré dans sa légitimité et sa vérité. La France a toujours entretenu un rapport particulier à l'éducation des enfants. Notre culture valorise l'autonomie précoce,
la capacité à s'ennuyer constructivement et une certaine forme de distance qui n'exclut pas l'amour profond. Pensez à ces déjeuners dominicaux qui s'éternisent, où les adultes conversent pendant des heures, tandis que les enfants inventent leurs propres jeux. Cette tradition, loin d'être négligente, crée un espace où l'enfant développe sa créativité et son indépendance, tout en observant le monde adulte qu'il rejoindra un jour. Aujourd'hui cependant, beaucoup de parents français se sentent tiraillés entre cette tradition et un modèle plus interventionniste où l'enfant devient le centre de toutes les attentions. Sophie, mère de 3 enfants dans la région lyonnaise, me confiait récemment: « Je me souviens de mon enfance dans les années 80, où mes parents étaient présents mais pas constamment focalisés sur moi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que si je ne suis pas en permanence à stimuler mes enfants ou à répondre à leurs demandes, je suis une mauvaise mère. » Cette pression est d'autant plus forte dans les grandes villes françaises, où la compétition éducative commence dès la maternelle. Dans ce contexte, le désir de plaire à ses enfants se mêle souvent à l'anxiété de leur offrir le meilleur pour leur avenir. Nous inscrivons nos petits au piano, à l'anglais et au judo dès l'âge de 4 ans, nous comparons leurs progrès à ceux des autres. Nous nous inquiétons s'ils n'excellent pas dans tous les domaines. Cette course à l'excellence, si caractéristique de notre système éducatif français, peut nous faire oublier l'essentiel, la relation authentique que nous construisons avec eux. Les après-midi pluvieux à Paris ne sont pas si différents des dimanches ensoleillés en Provence ou des soirées d'hiver en Alsace. Partout, des parents s'épuisent à divertir leurs enfants, à prévenir le moindre ennui, la moindre frustration. Ils se transforment en chefs d'orchestre d'un bonheur familial qui doit être parfait et sans fausses notes. Mais à quel prix? Au prix de leur propre disparition en tant qu'individus aux yeux de leurs enfants. Car oui, lorsque nous devenons ces parents caméléons qui s'adaptent sans cesse aux désirs changeants de nos enfants, nous perdons notre substance. L'enfant cherche alors désespérément la figure solide qui lui manque et peut développer des comportements de test, de provocation, voire de tyrannie domestique. Ce phénomène, que les psychologues nomment « recherche de limites », n'est pas un caprice, c'est un appel à l'existence parentale. Dans les parcs et jardins de nos villes françaises, observez ces scènes révélatrices où l'enfant, après avoir obtenu tout ce qu'il voulait, semble paradoxalement plus malheureux, plus insatisfait. Il cherche encore et toujours à pousser le parent dans ses retranchements, comme pour vérifier s'il y a quelqu'un derrière cette façade complaisante. Ces moments ne sont pas des échecs éducatifs, mais des opportunités précieuses de réaffirmer notre présence véritable. La spécificité française dans cette dynamique tient peut-être à notre rapport ambivalent à l'autorité. Nous l'avons longtemps exercée de manière verticale, puis nous l'avons questionnée, parfois rejetée, pour aujourd'hui tenter de la réinventer. Entre le « parce que c'est comme ça » de nos grands-parents et la négociation permanente de certains foyers contemporains, existe un espace où l'autorité devient présence authentique, ni rigide, ni effacée. Paradoxalement, c'est souvent lorsque nous cessons de courir après l'approbation de nos enfants que nous commençons véritablement à les voir, à les entendre dans leur altérité fondamentale. Et c'est précisément à ce moment-là qu'ils commencent également à nous voir. À travers les générations, la famille française a connu des transformations profondes. Du modèle patriarcal strict à la famille recomposée contemporaine, en passant par l'émancipation féminine qui a redéfini les rôles parentaux, notre rapport à l'enfant a constamment évolué. Cependant, une constante demeure, le besoin fondamental de l'enfant de sentir une présence parentale solide, un cadre sécurisant qui lui permette d'explorer le monde avec confiance. Dans nos villages de campagne comme dans nos quartiers urbains, cette quête de l'équilibre parental se joue quotidiennement. Prenons l'exemple de Thomas, père de 2 adolescents dans un petit bourg de Normandie. Après son divorce, il a traversé une période où il cherchait désespérément à être le parent cool lors des week-ends qu'il passait avec ses enfants. Sorties au cinéma, restaurants, parcs d'attractions, rien n'était trop beau pour compenser son absence pendant la semaine. Pourtant, malgré ses efforts, il sentait ses enfants s'éloigner émotionnellement. Un jour, j'ai simplement arrêté, raconte-t-il. Non par lassitude, mais parce que j'ai compris que ce n'était pas ce dont ils avaient besoin. J'ai commencé à être simplement présent, à partager mon quotidien avec eux plutôt que de créer des moments exceptionnels. Je les ai impliqués dans la préparation des repas, le jardinage, les petites réparations de la maison. Au début, ils étaient déçus, puis, progressivement, quelque chose a changé. Ils ont commencé à me parler différemment,
à me voir différemment. Cette expérience illustre parfaitement le paradoxe. C'est en cessant de vouloir plaire à tout prix que Thomas est redevenu visible aux yeux de ses enfants. Il a retrouvé sa place de père, non pas comme un animateur de week-end, mais comme un adulte qui partage sa vie, ses valeurs, ses connaissances. La culture française, avec sa tradition gastronomique, offre d'ailleurs un terrain privilégié pour cette présence authentique. Le repas familial, institution nationale que nous défendons avec passion, constitue un moment où les générations se rencontrent autour d'une table, où la transmission s'opère naturellement. Lorsqu'un parent prépare une recette de famille, explique l'origine d'un produit ou initie l'enfant au code de la table, il ne cherche pas à plaire, mais à transmettre. Et c'est précisément dans ces moments que la relation s'approfondit véritablement. Les études sur le développement de l'enfant confirment d'ailleurs l'importance de ces interactions authentiques. Des chercheurs de l'Université de Strasbourg ont démontré que les enfants qui participent régulièrement à des repas familiaux où les conversations sont variées et incluent tous les membres développent non seulement de meilleures compétences linguistiques, mais aussi une plus grande confiance en eux et une meilleure régulation émotionnelle. Ce qui est fascinant, c'est que notre tradition française, parfois jugée trop rigide par d'autres cultures, contient en réalité des trésors de sagesse éducative. La politesse à la française, avec ses codes et ses rituels, n'est pas qu'une formalité sociale. Elle structure la relation à l'autre, pose des limites claires et offre à l'enfant un cadre sécurisant. Loin d'être une contrainte arbitraire, elle devient un langage commun qui facilite les interactions et prévient de nombreux conflits. Dans les familles où cette transmission s'opère naturellement, sans être teintée d'anxiété ou transformée en performance, les enfants intègrent ces codes non comme des contraintes, mais comme des outils précieux pour naviguer dans le monde social. Ils perçoivent alors le parent non comme celui qui impose des règles arbitraires, mais comme celui qui détient un savoir précieux sur le monde et accepte de le partager. L'école française, avec son approche parfois jugée exigeante, participe également à cette dynamique. Lorsque les parents soutiennent cette exigence sans pour autant transformer chaque devoir en enjeu dramatique, ils envoient un message puissant à l'enfant. L'effort intellectuel a une valeur en soi, indépendamment du résultat immédiat. Cette posture, ni dans le laxisme ni dans la pression excessive, témoigne d'une présence parentale équilibrée, qui fait confiance à l'enfant tout en maintenant des attentes élevées. Cette authenticité parentale se manifeste aussi dans notre façon d'aborder les émotions. La culture française n'a pas toujours valorisé l'expression directe des sentiments, préférant parfois la retenue ou l'humour pour désamorcer les situations délicates. Aujourd'hui, influencés par les approches psychologiques contemporaines, nous apprenons à reconnaître et nommer les émotions sans pour autant tomber dans l'hyper-émotivité qui caractérise parfois d'autres cultures. Dans notre société française contemporaine, traversée par des questionnements profonds sur l'autorité, l'éducation et la place de l'enfant, retrouver cette présence authentique devient un défi quotidien pour chaque parent. Comment être pleinement présent sans être envahissant? Comment guider sans contraindre? Comment aimer sans chercher à être aimé en retour? Ces questions résonnent particulièrement dans nos écoles maternelles, où la socialisation précoce des enfants français les confronte très tôt à d'autres figures d'autorité que leurs parents. Cette particularité de notre système éducatif, qui accueille les enfants dès 2 ou 3 ans dans un cadre collectif structuré, crée une dynamique intéressante. L'enfant apprend rapidement à s'adapter à différents contextes, à différentes attentes. Cela peut être une richesse extraordinaire, à condition que les parents maintiennent leur posture unique et ne tentent pas de reproduire à la maison ce qui se fait à l'école ou, inversement, de compenser les frustrations que l'enfant peut vivre dans le cadre collectif. Caroline, institutrice en maternelle depuis 20 ans dans la région bordelaise, observe régulièrement ce phénomène. Je vois des parents qui, après une journée de séparation, se précipitent pour combler leur enfant de cadeaux et d'attention excessive, comme pour se faire pardonner de l'avoir laissé. D'autres, au contraire, prolongent à la maison les apprentissages scolaires, transformant chaque moment en occasion éducative. Dans les 2 cas, ils risquent de perdre leur spécificité parentale, ce qui désoriente l'enfant. Cette observation rejoint celle de nombreux psychologues qui soulignent l'importance pour l'enfant de rencontrer des adultes aux rôles différenciés et complémentaires. Le parent n'est ni un enseignant, ni un animateur, ni un thérapeute, même s'il peut parfois emprunter certaines compétences à ces différents rôles.
Il est avant tout une présence constante, un repère affectif et moral qui transcende les fonctions spécifiques. Dans les jardins d'enfants et les squares français, on observe souvent cette confusion des rôles chez certains parents qui oscillent entre différentes postures sans parvenir à trouver leur authenticité. Tantôt ils jouent avec l'enfant comme le ferait un camarade, tantôt ils donnent des leçons comme un professeur, tantôt ils négocient comme un diplomate. Cette valse des identités, bien qu'elle parte d'une intention positive, peut créer un flou dans la perception que l'enfant a de la figure parentale. À l'inverse, les parents qui assument pleinement leur position, sans chercher à copier d'autres modèles ou à séduire leur enfant, créent naturellement un espace de sécurité affective. Leur présence, même silencieuse, même imparfaite, devient un ancrage pour l'enfant qui peut alors explorer le monde avec confiance. Cette authenticité parentale se manifeste dans 1000 détails du quotidien. C'est le parent qui lit tranquillement son livre pendant que l'enfant joue à côté, disponible mais pas envahissant. C'est celui qui exprime clairement ses limites lorsqu'il est fatigué, plutôt que de s'épuiser à maintenir une façade de perfection. C'est aussi celui qui partage ses passions, ses valeurs, sans imposer mais en proposant, en ouvrant des portes sur son monde intérieur. Dans notre belle France, pays de la gastronomie et de l'art de vivre, cette transmission peut prendre des formes particulièrement riches. Initier l'enfant au plaisir d'un marché provençal, lui apprendre à reconnaître les fromages d'une région, l'emmener découvrir un musée non pas comme une obligation culturelle, mais comme un plaisir partagé. Ces moments, lorsqu'ils sont vécus avec authenticité et non comme une performance parentale, deviennent des souvenirs fondateurs pour l'enfant. Les vacances, si importantes dans notre culture française, offrent souvent un espace privilégié pour cette reconnexion à l'essentiel, loin des contraintes du quotidien, des horaires serrés et des multiples activités. Elles permettent aux familles de se retrouver différemment. Qu'il s'agisse d'une semaine dans un camping des Landes, d'une randonnée dans les Alpes ou d'une exploration des châteaux de la Loire, ces moments partagés sans agenda surchargé favorisent une présence mutuelle de qualité. Julien, père de 3 enfants, raconte comment ses vacances en Bretagne ont transformé sa relation avec sa fille aînée. À Paris, j'étais constamment dans l'organisation, la planification, le contrôle. En vacances, face à l'océan, j'ai lâché prise. J'ai arrêté de vouloir créer des activités parfaites pour ma fille de 12 ans et j'ai simplement partagé mon amour pour la mer. Un soir, alors que nous observions le coucher de soleil en silence, elle m'a pris la main et m'a dit « C'est bien quand tu es juste là, papa ». J'ai compris que ma présence simple valait tous les parcs d'attractions du monde. Cette anecdote touchante illustre parfaitement le paradoxe central. C'est souvent lorsque nous cessons de faire pour commencer simplement à être que la véritable connexion avec nos enfants s'établit. Dans ces moments de présence authentique, l'enfant nous perçoit dans notre humanité complète, avec nos forces et nos faiblesses, nos certitudes et nos doutes. Et c'est précisément cette perception qui lui permet de nous voir comme des personnes réelles et non comme des fonctions ou des rôles. La tradition française, avec son mélange unique de rigueur et de joie de vivre, offre un cadre particulièrement propice à cette authenticité parentale. Notre culture valorise la conversation, l'échange d'idées, le débat même avec les plus jeunes. Autour d'une table familiale française, il n'est pas rare d'entendre des discussions animées où les enfants, même jeunes, sont invités à exprimer leur point de vue, à affiner leurs pensées, à développer leur esprit critique. Ces conversations, lorsqu'elles sont menées sans pression de performance, mais avec un réel intérêt pour la pensée en construction de l'enfant, constituent des moments privilégiés où le parent se révèle pleinement, non pas comme celui qui sait tout, mais comme celui qui pense, doute, apprend encore. Cette humilité intellectuelle, loin d'affaiblir l'autorité parentale, la renforce en l'inscrivant dans une recherche commune de compréhension du monde. Dans notre quête incessante pour être de bons parents, nous avons parfois perdu de vue cette vérité fondamentale. Nos enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, mais de parents présents et authentiques. Ils n'ont pas besoin que nous les divertissions constamment, mais que nous leur offrions un espace sécurisé où ils peuvent développer leur propre intériorité. Ils n'ont pas besoin que nous anticipions tous leurs désirs, mais que nous les guidions vers l'autonomie et la résilience. Le chemin vers cette présence authentique n'est pas toujours facile dans notre société française contemporaine, traversée par tant d'injonctions contradictoires sur la parentalité, entre la tradition familiale que nous avons reçue, les conseils d'experts parfois opposés, les modèles idéalisés des médias et nos propres aspirations. Nous naviguons souvent à vue,
cherchant notre voie unique. Pourtant, au cœur de cette complexité, une vérité simple émerge. Lorsque nous cessons de chercher l'approbation de nos enfants et que nous assumons pleinement notre position d'adulte imparfait mais engagé, quelque chose de profond se transforme dans la relation. Nos enfants ne nous aiment pas moins, ils nous voient enfin. Alors que nous arrivons au terme de cette réflexion, je voudrais vous laisser avec cette image. Imaginez votre enfant dans 20 ans, 30 ans peut-être, racontant son enfance à ses propres enfants ou à des amis. Quels souvenirs évoquera-t-il? Se rappellera-t-il les jouets coûteux et les activités extraordinaires que vous avez organisées pour lui plaire? Ou se souviendra-t-il plutôt de votre rire, de la façon dont vous chantonniez en cuisinant, de vos mains qui guidaient les siennes pour apprendre un geste, de votre voix lisant une histoire le soir, de votre présence solide dans les moments difficiles? La réponse à cette question contient peut-être la clé de notre cheminement parental. Car au fond, ce que nous léguons de plus précieux à nos enfants n'est pas ce que nous faisons pour eux, mais ce que nous sommes avec eux. Notre authenticité devient leur héritage le plus durable. Dans la belle diversité des familles françaises contemporaines, chacun trouvera sa voie propre vers cette présence authentique. Pour certains, cela passera par la redécouverte de traditions familiales. Pour d'autres, par l'invention de nouveaux rituels qui font sens dans leur contexte spécifique. L'essentiel n'est pas dans la forme, mais dans l'intention. Être pleinement présent, sans masque et sans calcul. Cette démarche demande du courage. Le courage de ne pas toujours plaire, d'accepter parfois la déception ou même la colère de l'enfant. Le courage de maintenir un cadre clair même quand il serait plus facile de céder. Le courage surtout d'être imparfait aux yeux de ceux que nous aimons le plus au monde. Mais ce courage est aussi une forme d'amour, peut-être la plus profonde qui soit. En conclusion, si vous vous reconnaissez dans cette quête parfois épuisante d'approbation parentale, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de parents français traversent les mêmes questionnements, les mêmes doutes. L'invitation que je vous lance aujourd'hui est simple, mais transformative. Osez être pleinement vous-même avec vos enfants. Non pas le parent idéal que vous imaginez devoir être, mais la personne réelle que vous êtes, avec vos valeurs, vos limites, vos aspirations. Essayez, ne serait-ce que pour une journée, de lâcher ce besoin de plaire. Observez ce qui se passe lorsque vous agissez depuis votre centre, plutôt que depuis cette anxiété de performance parentale. Vous pourriez être surpris de découvrir que vos enfants vous voient soudain différemment, qu'ils interagissent avec vous d'une manière nouvelle, plus authentique, plus profonde. Ce chemin vers l'authenticité parentale n'est pas une destination, mais un processus continu, fait d'avancées et de reculs, de moments de grâce et d'erreurs pardonnables. C'est un chemin que nous parcourons ensemble, en communauté de parents qui apprennent jour après jour. Je vous invite à partager dans les commentaires votre propre expérience sur ce sujet. Comment avez-vous trouvé votre voix authentique en tant que parent? Quels moments vous ont permis de vous reconnecter à l'essentiel dans la relation avec vos enfants? Votre témoignage pourrait être précisément ce dont un autre parent a besoin aujourd'hui pour faire un pas sur son propre chemin. Et si cette réflexion a résonné en vous, n'hésitez pas à la partager avec d'autres parents de votre entourage qui pourraient pas se sentir prisonniers de cette course à l'approbation. Parfois, il suffit d'une conversation sincère pour qu'une prise de conscience s'opère et qu'une transformation commence. Abonnez-vous également à notre chaîne pour continuer à explorer ensemble ces questions fondamentales sur la famille, l'éducation et les relations humaines qui sont au cœur de notre société française en constante évolution. Souvenez-vous, vos enfants n'ont pas besoin que vous soyez parfait. Ils ont simplement besoin que vous soyez là, authentiquement, pleinement là. C'est dans cette présence vraie que se construit le lien le plus solide, celui qui traversera toutes les tempêtes et toutes les saisons de la vie familiale. Et c'est peut-être là le plus beau cadeau que nous puissions offrir à nos enfants. Non pas notre perfection illusoire, mais notre humanité assumée.